demander de laisser vos micros, de regagner vos places et on va donc accueillir les prochains intervenants pour cette deuxième table ronde. Donc Anne-Laure Joumas de Carmila. Alors vous allez revenir, bonjour Anne-Laure, vous allez revenir sur l'opération Shop Influence qui a été menée dans les centres commerciaux Carrefour. Ensuite nous avons Sena Bouniang, blogueuse qui nous vient de Biarritz, donc qui est très présente sur Instagram. Et enfin Philippe Renaudin, directeur marketing de Micromania Zing. Alors vous avez piloté, bonjour, le lancement du jeu vidéo Dragon Ball Z Fighter, donc que vous connaissez tous, j'imagine, dans votre enseigne, avec notamment la participation d'influenceurs. Alors nous avons une influenceuse, micro-influenceuse, et deux personnes qui connaissent très bien ces micro-influenceurs et micro-influenceuses, qui ont donc lancé des opérations avec eux. Ils vont donc nous dire ce qu'ils en ont pensé. Je vais commencer avec vous, Philippe Renaudin, puisque vous avez changé vous m'expliquiez que vous avez changé de positionnement d'enseigne avec Micromania Zing. Donc Zing, et d'ailleurs ça a un lien aussi avec finalement avec ce petit monde des influenceurs. Parce que vous élargissez, enfin, ce sont des passionnés qui vont oui, tout à fait. Micromania Zing. Bonjour à tous. Effectivement, on a fait une évolution assez importante, même majeure, dans l'histoire de Micromania. Historiquement, c'est une société qui existe depuis 34 ans. Et on a fait une évolution de notre positionnement et notre plateforme de marque autour de l'enseigne Micromania Zing et de la notion de pop culture de manière globale. Alors on est spécialiste du jeu vidéo, mais quand on parle de pop culture, on parle aussi de tous les univers de produits dérivés, de vos héros préférés, les licences Disney, Marvel, DC, tous ces univers-là. Et quand on parle de ces univers, forcément, la notion de micro-influence prend toute son importance. C'était déjà le cas dans la partie jeux vidéo, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui avec cette évolution de plateforme. Oui, on se dit que c'est vraiment un secteur là qui est dédié, enfin en tout cas où on retrouve des passionnés. Ce sont des passionnés qui viennent... Ce sont essentiellement des passionnés. La passion fait partie intégrante de l'ADN de la marque et de l'enseigne. Et effectivement, quand on parle de ces univers-là, et je pense qu'il doit y avoir certains passionnés dans la salle, forcément, même s'ils ne l'avouent pas, la passion est quelque chose d'inhérent à notre métier et effectivement un élément moteur, y compris dans tout ce qui va être activation derrière sur les réseaux sociaux. Alors on va revenir sur cette opération dans quelques minutes que vous avez menée au sein des centres sociaux. Peut-être un autre avis. Oui. De Carmila. Alors oui, effectivement, vous vous êtes rendu compte de l'influence des micro-influenceurs, micro-influenceuses, et vous vous êtes dit que c'était important de les mettre à l'honneur parce qu'ils augmentaient aussi le trafic dans les centres commerciaux. C'est-à-dire que ça permettait d'attirer du monde dans les magasins. Oui, tout à fait. Carmila est propriétaire des centres commerciaux Carrefour en Europe. Et donc notre objectif, c'est bien d'aider les différentes enseignes qui sont chez nous, les Sephora, Micromania, Nature et Découverte et autres, à faire venir dans leur point de vente pour développer le chiffre d'affaires. Donc notre axe, il est en fait d'activer notre communauté locale au service de ces enseignes. Donc on vient ajouter une dimension de marketing local au marketing national très fort des différentes enseignes qui sont chez nous. Et évidemment, dans cette logique-là, la micro-influence a tout son sens, puisqu'on va venir activer la communauté locale de clients qui viennent historiquement fréquenter nos centres commerciaux. On sait qu'il y a des liens de confiance très étroits entre les clients et leur centre commercial préféré. Et donc, on utilise la micro-influence pour faire venir, niche par niche, dans les points de vente. Donc on travaille, on a en effet eu quelques expériences avec Micromania sur ce sujet. Alors Sedabou, vous êtes micro-influenceuse, alors vous vous êtes rendu compte de votre importance croissante vis-à-vis des marques, vous qui êtes à Biarritz? Moi je suis donc à Biarritz, donc c'est vrai que c'est un peu moins développé que dans les grandes villes comme Paris, Toulouse ou autres. Mais c'est vrai que du coup je travaille un petit peu plus en local, comme on disait tout à l'heure. Il y a vraiment un lien qui s'est tissé avec... Vous avez combien de followers 37 ou 38 000, je crois. Ce qui est déjà pas mal. Oui, oui. Mais c'est important pour vous de garder cette attache locale? Parce que j'ai vu que vous voyagez, je suis allée un petit peu sur votre Instagram, donc vous voyagez quand même pas mal, mais il faut garder ce côté local. Pourquoi? Oui, moi je trouve que c'est très important parce que c'est vraiment les personnes dont on est le plus proche après, qu'on a mené à rencontrer au quotidien. Et oui, moi le local c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et puis c'est aussi grâce aux gens qui nous suivent qu'on a la chance de faire ce métier. Parce que maintenant du coup c'est un métier. Et ouais, le local je trouve que c'est vraiment très important. Et c'est vrai que c'est aussi plus facile de mesurer quand on est au niveau local qu'au niveau national, quoi. Donc pour vous c'est un métier. Je reviens à la question tout à l'heure. Est-ce que vous êtes rémunéré pour ce métier?
Comment vous faites? Après, je ne suis pas rémunérée pour toutes les campagnes ou quoi que je fais, parce qu'on dit tout à l'heure, des fois c'est du donnant-donnant. Mais oui, sur des gros projets, je suis rémunérée, oui. Très bien. Alors on va revenir donc sur l'opération maintenant Dragon Ball Z dans les centres commerciaux Carmila, donc opération que vous avez, qui s'est déroulée dans les enseignes Micromania Zing. Alors je vais vous demander de vous écarter un tout petit peu parce que la configuration de la scène fait que voilà, c'est pas toujours très simple. Donc on va regarder une petite vidéo pour que voilà, vous ayez un exemple très concret de cette opération menée notamment avec un micro-influenceur. Salut à tous, alors moi c'est Lucas, je suis là aujourd'hui pour l'événement Dragon Ball Fighters au centre commercial B2. On est là avec les abonnés, avec les potes, on se fait des petits fights. J'étais au courant grâce à Facebook et je suis venu pour tester le nouveau jeu Dragon Ball. Bah franchement c'était super de pouvoir tester le nouveau jeu Dragon Ball, on a pu faire plein de combats, c'était vraiment chouette. Donc un grand merci à Namco Bandai, Micromania Zing et Xbox pour cet événement. J'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir et j'espère vous y voir pour me défier. À la prochaine. Voilà pour cette opération, un exemple très concret donc, de ce qui a été mené. Alors Philippe Renaudin et Anne-Laure Joumas, je vais vous demander de réagir. Pourquoi c'est intéressant de lancer ce type d'opération? On a eu quelques éléments évidemment avec les interviews qui étaient à l'intérieur de ce petit reportage. Mais vraiment, expliquez-nous pourquoi c'est intéressant, pourquoi il faut mettre en place ce genre d'opération et pourquoi c'est important aussi d'y associer des micro-influenceurs. Je pense qu'on voit très bien sur la vidéo l'expérience pour tous les clients qui sont là, qui sont ravis de pouvoir jouer avec leur idole. Donc c'est vraiment la promesse qu'on vient faire, c'est de renforcer l'engagement par cette qualité expérientielle. Philippe Renaudin. Alors oui, c'est effectivement intéressant et important. La dimension locale et le fait de pouvoir faire vivre une expérience sur l'intégralité de nos magasins, c'est quelque chose d'essentiel en ce qui nous concerne. On voit bien qu'on est dans un univers où la passion, l'expérience, le fait de pouvoir comme ça se confronter aux meilleurs, ça fait partie là aussi des choses essentielles du secteur du jeu vidéo, mais globalement de l'univers de la pop culture. Et le fait de le faire vivre, on parlait tout à l'heure du syndrome entre guillemets parisien, mais c'est vrai que le fait de pouvoir derrière le faire, alors là en l'occurrence c'était pas très loin, mais on l'avait fait dans plusieurs centres répartis un petit peu partout, mais c'est intéressant d'avoir cette notion d'expérience et d'y associer derrière toute l'activation qu'on peut avoir avec l'influenceur et les réseaux sociaux, pour faire en sorte que derrière il y a un rayonnement qui va au-delà du centre, qui permet de recruter, faire venir forcément dans un premier temps, et puis ensuite derrière de pouvoir viraliser et donner de la visibilité à quelque chose qui finalement était local, mais qui du coup a une portée beaucoup plus importante finalement par la suite avec l'intervention d'un influenceur. Oui, là ça sort simplement du magasin, de l'enseigne, hein. Ça crée de la vie et dans le centre, et est-ce que ça attire un autre public forcément ? Oui, forcément, parce que quelque part, quand on dit Micromania Zing, on y voit en plus avec, je dirais, le positionnement historique de la marque, quelque chose très axé sur le spécialiste du jeu vidéo, donc un peu le côté grotte bleue. On n'a pas forcément envie d'y rentrer quand on n'est pas spécialiste, peut-être. En tout cas, on y travaille pour faire en sorte d'avoir une ouverture plus forte. Et forcément, quand on sort du magasin, c'est aussi pour nous un levier d'acquisition de trafic, de montrer aussi à des personnes qui n'avaient peut-être pas joué, en l'occurrence à Dragon Ball Z, de le découvrir, ou certains qui ne sont peut-être pas du tout des fans de jeux vidéo, de simplement essayer de tester, jouer et partager une expérience. Donc, oui, il y a effectivement cet objectif d'aller attirer une clientèle, une cible nouvelle. Et est-ce que vous avez eu un suivi sur les ventes ? Puisque c'est aussi. Alors on parlait de code promo, oui bien sûr. Alors dans tout ce qu'on fait, on est très terre à terre, on est retailer, hein, c'est notre métier, c'est de vendre. Donc à partir de là, quand on met une action quelle qu'elle soit, l'objectif c'est d'aller générer du trafic et de la vente. Et effectivement, une opération comme celle-ci était associée avec une offre qu'on avait construite avec les partenaires Namco Bandai et Microsoft, avec une opération spéciale, avec une offre spéciale pendant l'événement sur
les magasins concernés. Et donc effectivement, on a pu traquer les ventes additionnelles qui ont été réalisées par cet événement. Et c'était positif? Oui, c'était positif. Oui. Donc, sinon, je ne serais pas là. Je serais déjà fâché. Mais non, oui, effectivement, c'est positif. Mais je dirais c'est quelque chose dont on le fait régulièrement dans le magasin. On cherche au maximum à sortir. Mais dès lors qu'on crée ce point d'expérience, d'attraction, d'attractivité, il suffit finalement de pas grand-chose en termes de mécanique pour que ça se traduise positivement en termes de résultats. C'est, je dirais, la force du divertissement, quelque part, c'est que dès lors que la qualité du produit est là, souvent on le voit bien, l'expérience est plutôt réussie. Alors Anne-Laure, je vois que vous avez mené une autre action avec on va voir tout de suite quelques images de cette action que vous avez menée au sein de vos centres commerciaux, c'est-à-dire recruter des ambassadrices. Alors là, pour le coup, c'était vraiment des ambassadrices locales. Alors dites-nous-en un peu plus sur cette opération, dont le nom m'échappe évidemment parce que je le recherche sur ma tablette. Shop Influence, voilà. Et donc là aussi, c'était vraiment une volonté d'aller recruter des clientes en fait et de les transformer. Expliquez-nous. Absolument. Notre objectif, c'était d'identifier des micro-influenceuses en devenir, des ambassadrices qui pourront parler sur le long terme des commerçants qui sont chez nous. Et Senabou a été associé à cette démarche. Notre idée, c'était vraiment de tisser des liens de confiance dans le temps avec des clientes qui vont représenter les valeurs du centre commercial, qui vont être très représentatives de l'ensemble de la clientèle. Et donc, on a voulu créer un petit concours pour identifier ces ambassadrices. Et ces concours ont été, pour pouvoir bien les animer en ligne, on a fait appel à des micro-influenceuses ou des influenceuses comme Senabou qui ont un écho régional. Donc, premier temps de ce projet, c'était l'identification des candidates. Et on a eu la grande surprise de voir un engouement pour nos centres commerciaux qui sont donc basés à Biarritz, à Pau, à Orléans. On a eu jusqu'à 80 candidates qui ont fait acte de candidature. C'est pas juste de déposer un truc dans une urne. Il fallait déposer tout son dossier, ses photos en ligne. Et donc, on a eu jusqu'à 80 personnes qui l'ont fait centre par centre. Et ensuite, système de vote, de like, pour pouvoir identifier les 5 candidates les plus prometteuses, puis finale dans le centre commercial, en présence de la marraine. Donc Senabou était là à Biarritz. Et là, concours très serré, parce qu'on a vu des candidatures de grande qualité. Je pense qu'il faut insister sur la qualité des contenus proposés par ces micro-influenceuses et ambassadrices qui ont un vrai talent, qui sont capables aujourd'hui de proposer des posts très authentiques. On voit toute la sincérité de leur démarche. Et je pense que c'est là que vraiment qu'on va créer la différence, c'est par l'honnêteté. Ce sont des clientes qui ont envie de participer, qui se sont vraiment battues pour être élues et qui donc vont représenter, qui vont jouer le jeu avec les commerçants tout en étant honnêtes dans leur démarche. Et donc les accords avec le centre commercial et les enseignes sont à écrire. Rien n'est défini. On souhaite évidemment laisser la liberté aux ambassadrices de pouvoir s'impliquer de la façon qui leur corresponde le mieux. On a aujourd'hui élu 4 ambassadrices. Demain, si vous êtes à Pau, n'hésitez pas à aller au centre commercial pour assister à la finale qui va être marrainée par Biarritz. Et on voit que, en tout cas, ça crée de la vie dans les centres commerciaux. Absolument. On voit tous les commerçants qui ont joué le jeu. On voit les Columbus, Nature et Découverte, Cessren Green qui ont participé, qui sont très intéressés par la présence de ces micro-influenceuses. Et on voit en effet des candidates qui sont quasi pros, même si elles ont des communautés qui aujourd'hui sont embryonnaires. Nos lauréates pour le moment ont entre 300 et 3000 followers. Mais on voit vraiment une recherche de qualité du contenu que je trouve exceptionnelle. Alors c'est d'abord un petit retour d'expérience puisque vous avez été marraine dans le cadre de cette opération Shop Influence. Vous les avez trouvées comment ces jeunes filles? Quels conseils leur avez-vous donné? Comment ça s'est passé en fait? Donc moi j'avais fait la préparation avant le concours. On avait mis en place le concours après avec les filles. J'avais fait du coup des posts et des stories pour les informer qu'il y avait ce nouveau concours qui allait sortir, que c'était accessible du coup pour une fois vraiment aux filles de la région et du coin. Du coup elles ont de suite été vraiment contentes de ne pas être oubliées, on va dire.
Et après, pendant tout le long du concours, en fait, on a mis en place des petits articles en fait, pour expliquer comment réaliser une photo mode ou une photo beauté, pour qu'en fait, elles aient après toutes les petites astuces adéquates pour réaliser leur post lors de la finale. Oui, parce que vous avez une formation photo, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir là la qualité de ce qui est proposé. C'est-à-dire que ces jeunes femmes, elles n'ont pas toute une formation photo, une formation marketing. Oui, c'est ça. Mais nous, on avait vraiment été étonnés le jour de la finale de voir les clichés de qualité qu'elles avaient pu proposer, parce que vraiment, on s'était tous dit dans l'équipe, mais en fait, elles sont vraiment douées. En même temps, maintenant, sur Instagram, c'est ça, on a tous des téléphones qui font de belles photos. Ça aide, on s'inspire vachement sur Instagram les unes des autres. Et vraiment, oui, c'était vraiment de qualité. Et on a vu vraiment des filles qui avaient vraiment envie, qui étaient déterminées. Et c'était vraiment un moment très chouette d'humain et de partage. Et, ouais. Alors Philippe Renaudin, comment vous choisissez les micro-influenceurs? Est-ce que vous disiez que vos vendeurs sont déjà les premiers concernés? Oui, on en parlait il y a quelques minutes. Pour vous, c'est là que ça commence? On a 1500 micro-influenceurs quelque part. C'est un peu pour le coup notre cœur de métier. Là où on se différencie par rapport à la concurrence, c'est dans la notion de passion, de service, de conseil. Alors qui dit passion, quelque part on rejoint un petit peu toutes les codes de l'influence, parce que en l'occurrence les personnes qui sont chez nous sont des gens qui sont des gamers, des fans de pop culture, et donc naturellement ils sont enclins à en parler. C'est comme ça qu'on les recrute, donc forcément on les retrouve aussi, et parfois certains sont assez surprenants d'ailleurs dans leur niveau d'influence sur les réseaux sociaux. On a découvert quelques pépites, alors qui je dirais, comme on l'a vu tout à l'heure, ont leur métier chez nous, et puis à côté de ça sont également influenceurs. Mais effectivement, eux jouent un rôle important, et dans ce que l'on met en œuvre, il y a toujours cette combinaison entre une dimension nationale. Alors il y a des grandes écuries au niveau de l'influence, et des réseaux sociaux avec lesquels on travaille sur des opérations vraiment globales, transversales, des gros temps forts avec des gars qu'on rémunère là pour le coup. Et puis après il y a la notion locale qui est intéressante. Si on balise un petit peu la notion de parcours client, notre objectif c'est que ça parte de campagne nationale et puis que ça se traduise à un moment donné dans les magasins. Et dans ce parcours client-là, la notion de micro-influence est importante. Et c'est vrai que les magasins ont l'initiative de pouvoir créer des contenus, de pouvoir, alors tout ça est modéré, les publier sur les réseaux sociaux, le tout chapeauté par notre community manager qui contrôle un petit peu tout ça. Mais en tout cas, on leur donne l'initiative de pouvoir le faire, et ensuite, de manière géolocalisée, d'être capable de pousser un certain nombre de contenus. Eux-mêmes ont leurs propres initiatives et on les engage à la développer. Et pour le coup, voilà, c'est cette combinaison. Et quand on met en place une opération, pour le coup, dans le centre, forcément, je dirais, il y a la communauté du magasin qui joue son rôle pour faire en sorte que l'opération soit un succès. Et cette influence du local, des micro-influenceurs, vous en êtes rendu compte assez tôt ou pas? Je dirais il y a 35 ans. 35 ans, c'est pas mal, oui. Non, parce que le jeu vidéo, intrinsèquement, ça fait partie, là aussi, de la culture. Je dirais que, pour ceux qui, peut-être certains d'entre vous, sont des joueurs depuis très très longtemps, tout ça, c'est quelque part intégré aujourd'hui. Quand on parle du jeu vidéo, forcément, la dimension communautaire est quelque chose de très très fort depuis le départ. Au point que dans notre manifesto, l'un des premiers commandements, c'est grandir la force de notre communauté. On appelle ça des micromans, historiquement parlant. Donc on a été, je pense, parmi les premiers à avoir une carte de feed, à travailler cette notion-là. Mais je dirais c'est notre marché qui est comme ça. Donc quelque part, on est baigné dedans depuis tout petit. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que c'était un formidable levier quand il s'agit derrière d'aller se développer et aller chercher justement des nouveaux clients pour nos magasins. Donc pionnier, Micromania Zing. Alors Jomas, est-ce que les enseignes dans les centres commerciaux Carrefour se rendent compte de cet impact? Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous êtes là pour leur faciliter la tâche, pour leur proposer des solutions? Comment ça fonctionne ce partenariat? En effet, on va considérer que depuis à peu près 1 an, il y a vraiment un engouement pour la micro-influence. On le voit dans tous nos centres commerciaux, qu'ils soient à Caen, à Mâcon, à Toulouse, avec à la fois soit vraiment des micro-influenceurs. À Perpignan, on travaille avec une influenceuse qui a une communauté de 2500 personnes, donc c'est pas énorme, mais on va aussi faire venir à Caen des influenceuses plus mode qui vont avoir une influence nettement plus forte. Je pense à Nolita qui est venue faire l'inauguration de notre magasin Mango. Donc on voit vraiment qu'il y a des initiatives locales qui se multiplient partout en France avec des ambitions, on va dire, variées.
On voit aussi que tous les secteurs d'activité sont représentés, hein, tous les secteurs de la mode, de la beauté, des loisirs créatifs, du jeu, donc avec des logiques qui vont être différentes à chaque fois et des communautés de niche assez faciles à activer localement et qui réagissent très très bien. Alors Cédabou, peut-être votre point de vue, c'est-à-dire vous êtes une micro-influenceuse très suivie quand même pour une micro-influenceuse. Est-ce que vous avez pas un cahier des charges, mais est-ce que vous dites voilà, il ne faut pas que je sois trop... Enfin, je ne sais pas comment vous faites, c'est-à-dire comment vous choisissez. J'ai posé la question à Amel, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment vous travaillez avec les marques, pourquoi vous avez accepté d'être marraine. Alors là, on l'a bien compris, c'est parce qu'il y avait vraiment une dimension locale qui était intéressante, qui n'était peut-être pas tellement poussée, peut-être qu'on met plus en avant les liens personnels aussi. Et des liens personnels. Voilà, est-ce que vous connaissiez le centre? Enfin, voilà, expliquez-nous un petit peu votre démarche. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Amel tout à l'heure. De mon côté influenceur, on va dire, j'ai fait l'erreur. Il y a encore un an d'accepter trop de choses en fait. Et je me rendais compte que je prenais plus trop de plaisir à poster parce que mon Instagram ne me ressemblait plus, ça devenait un peu un panneau publicitaire. Et je le voyais aussi au niveau de mes abonnés qu'elles réagissaient moins comparé à d'habitude. Moi, je suis un peu nature peinture, comme on dit chez nous. Je suis très proche en fait des filles qui me suivent parce que j'habite entre Biarritz et Bayonne, donc je les croise hyper souvent en allant chercher le pain, en faisant du shopping ou en soirée. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que je retourne vers ce que j'avais mis dans Instagram, c'est-à-dire le vrai partage. Et là, je me suis mis à vraiment sélectionner différemment mes contrats, en accepter de moins en moins et vraiment prendre les côtés qualitatifs et qui pouvaient après me permettre d'échanger avec les filles. Et pas juste de dire, bon ben voilà, j'ai reçu cette paire de boucles d'oreilles aujourd'hui, elles sont trop belles et je les aime trop. Mais vraiment de l'échange, de pouvoir proposer des concours ou de les rencontrer, ou qu'elles puissent partager des moments. Et ce qui m'a vraiment plu dans Shop Influence, c'était vraiment ce côté de partage-là. Et les filles, au final, les 5 qui ont gagné, enfin qui ont été finalistes, pardon, il y en avait que je connaissais, d'autres que j'avais déjà aperçus. Enfin, c'est vraiment un lien différemment. Et c'est vraiment, je voulais vraiment casser cette image d'influenceur qui juste reçoit des produits, en parle en story et a une vie de rêve et c'est tout. Je voulais vraiment montrer le côté vraiment humain et naturel pour montrer que voilà, on était quand même des filles normales à la base et juste pas des panneaux publicitaires comme on pouvait dire tout à l'heure. D'accord, une vraie relation, une vraie authenticité. Oui, voilà. Et ça, c'est ce qui fait la différence selon vous pour les micro-influenceurs et les micro-influenceuses, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que comme c'est un mouvement qui va croissant, c'est plus compliqué, non? Et même Oui, c'est ça, on est de plus en plus nombreuses, mais on est toutes différentes en fait. Et moi, je trouve que pour se démarquer, il faut vraiment être nous-mêmes et naturel et pas en faire des caisses parce qu'on peut tout le faire sinon. Si c'est pour présenter toutes les mêmes jours, le même produit, en faisant une story bateau qu'on nous a dicté, je trouve que c'est pas ce qui me plaît en tout cas. Et je trouve que c'est ce qui marche le mieux en tout cas pour ma part. J'imagine que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Oui, totalement. Je vais parler d'une petite expérience qu'on avait fait il y a quelques années. Une grosse opération avec Squeezie et un autre gros influenceur il y a quelques années de ça. Cyprien, oui, absolument. Voilà. Non, mais exactement. Ouais. Bah, les deux. Pour souvent ensemble, oui. Les deux qui font effectivement pas mal de choses. On s'est fait déboîter. Enfin, on s'est complètement fait laminer sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, c'était pas crédible. Parce que c'était un test qui avait été fait il y a 4-5 ans en arrière avec un contenu télécommandé et ça a été un échec cuisant. Ça a laissé des séquelles à tel point que quand je suis arrivé moi chez Micromania il y a 2 ans et demi, il y avait vraiment pour le coup un traumatisme. On voulait plus faire quoi que ce soit avec des influenceurs tellement on avait reçu un retour de bâton qui était assez phénoménal. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a deux niveaux d'action de mon point de vue. En tout cas c'est comme ça que moi stratégiquement je le regarde. C'est d'un côté de se dire ok, qu'est-ce qu'on va faire sur une dimension je dirais où il faut être clair. C'est financé, c'est payé, tout le monde le sait, les clients le savent, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est de la pub déguisée, très bien, faisons-le propre, faisons-le bien, mais cherchons pas à faire semblant. Voilà, mon point de vue. Et on fait un truc sympa, marrant, ça viralise, mais tout le monde est au courant et les clients les premiers. Voilà. Puis à côté de ça, effectivement, c'est la passion qui parle. Et la passion, ça ne se contrôle pas. Et à partir de là, il faut laisser la liberté, il faut être capable de laisser les choses se faire sans forcément chercher, là pour le coup, en tant qu'annonceur, à influencer l'influenceur. Donc beaucoup de transparence, c'est important pour laisser parler l'authenticité. Anne-Laure Joumas, les ambassadrices que vous allez nommer, justement, vous le disiez, elles n'ont pas de cahier des charges. En fait, vous leur demandez rien en retour, ou est-ce qu'il y a quand même quelques petites demandes, ou comment ça se passe ?
C'est vraiment une histoire à écrire dans le temps. C'est-à-dire que là, elles viennent d'être élues, ou la dernière sera élue demain. Et c'est pour un contrat pour un an, un accord pour un an, avec évidemment des bons d'achat, pour aussi faciliter les choses. Et puis quelques petits points un peu obligés. Partager des avis sur des produits, participer à la création d'une vitrine. Mais ça va vraiment aussi dépendre de l'équipe locale, de l'ambassadrice. Ouais, c'est ce qu'elles font déjà, la plupart au final, c'est ce qu'elles font déjà. Donc ça, oui, ça va pas être très compliqué. Mais en revanche, est-ce que vous allez faire un suivi sur l'impact aussi, sur leur influence? Est-ce que vous allez pouvoir la suivre, l'estimer, la quantifier? Alors en ligne, c'est assez facile de regarder ce qui se passe, et puis on suit également les chiffres d'affaires des commerçants pour voir aussi si ça a un impact réel sur le point de vente. Voilà, si vous allez réitérer l'opération ou en trouver d'autres. Parce que la complexité, on l'a bien compris, c'est aussi d'être original, d'avoir des opérations. Et Amel l'expliquait, faire la différence, c'est aussi l'originalité de l'opération. Ça, c'est, j'imagine, constant. Enfin, c'est une... Ah oui, c'est un élément clé. Oui, bien sûr, il faut surprendre nos clients en permanence, sinon ils ne reviennent plus, ils vont sur Internet. Donc oui, il faut se renouveler, il faut chercher des mécaniques différentes, il faut chercher des expériences différentes. Alors je pense que selon les secteurs d'activité, c'est plus ou moins facile, forcément. Nous, des lancements de produits, c'est tous les jours, c'est toutes les semaines, c'est à foison, c'est l'actualité du jeu, du cinéma, de globalement la pop culture. Donc c'est assez facile de trouver matière. Mais après, il faut aussi surprendre dans l'expérience que l'on propose. En magasin, je vous donne un exemple en ce moment, voilà, pour du jeu vidéo, il y a sorti d'un jeu de voiture. On met en place dans le magasin en ce moment un concours sur des circuits physiques à l'ancienne. Vous savez, les petits circuits, quand on était gamin, on appuyait avec les petites voitures. Bon, vous dites, quel lien, mais c'est un carton, parce que pour le coup, le gamer, il n'a plus l'habitude. D'ailleurs, certains des joueurs ne savent même pas ce que c'est, donc ils sont venus jouer à ça. Et derrière, on était dans un produit totalement digital, mais l'expérience était pleinement physique. Un petit côté vintage. Les supports, on les a abordés tout à l'heure, donc avec Instagram TV. Alors c'est vrai que la question, vous allez me dire, ça dépend, mais effectivement, est-ce que c'est bien qu'il y ait une multitude de supports? Est-ce qu'on ne se perd pas dans cette multitude de supports? Vous allez peut-être, Sénabou, m'expliquer pourquoi vous avez choisi Instagram. Alors on dit aujourd'hui que c'est un peu le téléachat de nouvelle génération. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Et ensuite, effectivement, moi j'aimerais savoir, est-ce que ça dépend des enseignes aussi? Ça sera plutôt pour vous, Philippe et Anne-Laure. L'avantage d'Instagram, c'est qu'en fait, il se renouvelle sans cesse. Au début, on avait Snapchat pour les stories, Instagram l'a récupéré en mettant Instagram Stories. Là, ils ont mis la vidéo hier. L'avantage, moi, ce que j'aime sur Instagram, c'est que ça regroupe tout. Les photos, les vidéos, l'échange est très facile sur Instagram, que ce soit les commentaires ou les messages privés. Maintenant, il y a la géolocalisation depuis très longtemps pour voir les endroits où on est exactement. Il y a l'onglet mail pour envoyer des mails directement. C'est vraiment le plus simple. Après, c'est vrai qu'il y a les blogs. Je trouve que c'est très important d'avoir un blog. On sait que ça pourra rester. Instagram, on a toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain, quand on se fasse pirater notre compte ou qu'il y a un gros blog Instagram et qu'il n'y ait plus rien. Et on sait qu'on aura toujours notre blog derrière en vrai support en fait. Et le blog peut plus se développer, voilà, parce que c'est vrai que l'Instagram c'est d'abord la photo. Exactement, où c'est vraiment développé, où on peut beaucoup plus écrire, mettre nos photos comme on le veut. Mais c'est vrai que après, on parlait de YouTube tout à l'heure, YouTube c'est aussi merveilleux pour vraiment pousser sa créativité au bout. Mais moi, c'est plus Instagram. Très bien, merci. Alors, chaque support a sa vocation, ses avantages. Il faut, je pense, le traiter de manière adaptée. Faire du jeu vidéo sur Instagram, ça n'a pas de sens. On l'a jamais fait. Par contre, on a fait véritablement stimuler Instagram dès lors qu'on a commencé à mettre en scène des produits dérivés. Et là, on est parti effectivement dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir sur Instagram. Par exemple, montrez-nous votre collection de Toy Pop, qui sont des petites figurines. On a eu des photos incroyables. Dans le jeu vidéo, ça n'a pas de sens. On peut mettre des boîtes. Donc là, par contre, effectivement, c'est du YouTube, c'est d'autres supports qui sont plus adaptés. Le tout, c'est d'être légitime là où on le fait. C'est le plus important. Votre point de vue sur cette question-là, Anne-Laure Joumas? Oui, vous aussi. Par exemple, pour cette opération Shop Influence, c'était un petit peu de... Vous avez dit que vous alliez utiliser tous les supports possibles, finalement, puisqu'on a tout ce qu'il faut. C'est principalement Instagram et le blog. En fait, chaque support a vraiment sa vocation et chaque support est très évolutif. Ce que Sénabou disait, c'est qu'il y a des nouveautés tout le temps. Donc tout ça est très vivant et c'est heureux. Et ça se construit en ce moment en plus. C'est ça qui doit être assez excitant aussi quand on est dans votre domaine.